coup, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour l'ultime saison de l'Internat Las Cumbres sur Amazon Prime. Et oui, c'est une série qui est passée totalement inaperçue. Même Amazon Prime ne font pas de pub pour leur série. Ça, c'est un truc que je comprends pas. T'es Amazon Prime, t'es une énorme plateforme connue dans le monde entier, qui charrie des milliards de dollars, qui a énormément d'exposition, et sur ta page Facebook, t'es pas capable de faire une publication avec les posters, la bande-annonce, le casting, et de parler de cette série. Parce que j'ai vérifié, et la série est passée totalement inaperçue. Alors, des publications sur Citadel qui va arriver à la fin du mois, il y en a. Sur plein d'autres séries américaines ou françaises, il y en a. Mais sur les séries espagnoles, j'ai l'impression que ça passe à l'as. Et pourtant, les séries espagnoles sont excellentissimes. Sky Rojo sur Netflix était juste une des meilleures séries Netflix. Critique des 3 saisons. D'ailleurs, en 3 saisons, elle aussi. J'ai fait la critique des 3 saisons sur la chaîne, passé inaperçu alors que c'était un bijou d'écriture. Et cette saison, cette série, pareil, ça passe inaperçu. Alors cette fois-ci, c'est sur Amazon Prime. J'ai l'impression qu'il y a très peu de monde qui en parle. Pourtant, c'est un régal. Visuellement, la direction artistique, la réalisation, les décors, l'ambiance. Si vous aimez une ambiance mystique, enquête avec éventuellement une confrérie dangereuse qui ferait des messes noires, mais en même temps avec du faux semblant, on pense que c'est du surnaturel, mais c'est pas forcément du surnaturel, en tout cas pas totalement. Tout ça dans un monastère qui fait gothique, clairement il y a une influence. Moi je me suis dit, les décors on dirait Diablo 2 en plus, hein, voilà. Pour ceux qui connaissent le jeu, tiens, t'as une espèce de confrérie avec un cloître, avec des couloirs et puis des labyrinthes éclairés à la torche. C'est vraiment une ambiance fascinante. Et ça passe inaperçu. On n'en fait pas de pub. Bref, heureusement, Bibi est là pour vous en faire la critique. Les 2 premières saisons critiques sont déjà disponibles. La première saison, j'avais moyennement apprécié. J'avais commencé à apprécier vers la fin de la saison, dans les derniers épisodes, parce que il faut le dire, c'est pas parfait, hein. Il y a aussi des longueurs, notamment dans la première saison, et même ici, il y a quelques petites longueurs dans cette 3e saison. Mais c'était quand même, on finissait sur du positif. Et la saison 2 m'avait enchanté. Mais vraiment, la saison 2 m'avait conquis. Je pensais pas. Je m'étais dit j'allais regarder la saison 2, bon voyons si c'est aussi moyen que la saison 1, et la saison 2 explosait à tous les niveaux, au niveau de l'acting, au niveau des personnages, au niveau de l'émotion, au niveau des rebondissements et de la richesse de l'intrigue. Et cette saison 3, c'est la digne suite et conclusion de la saison 2, avec un accent qui est mis sur l'émotion et sur les sentiments entre les personnages. Et ça m'a forcément, ça m'a touché, notamment Claudia Riera qui fait Inès Alicia. Parce que oui, c'est une critique 100% spoiler, vous vous en doutez bien, on est sur la saison 3. Si vous venez voir la critique de la saison 3, j'estime que vous avez vu les 2 premières saisons, ou alors que ça vous intéresse, peu importe pour vous, ça vous gêne pas trop d'être spoilé. Mais oui, c'est une critique 100% spoiler, de toute façon c'est marqué dans le titre de la description. Donc Inès, cette jeune étudiante de 16-17 ans, dont on avait l'impression qu'elle était un petit peu paumée, on avait appris en fait qu'elle avait la vie éternelle. Parce que oui, le nid du corbeau, cette confrérie qui avait été traquée par l'Inquisition et par tous les prêtres, enfin tous les curés, les moines plutôt, c'est le terme que je cherchais, les moines qui sont au fil des siècles, ben, ils avaient persécuté cette confrérie qui était en réalité un groupement de femmes qui avaient fait des découvertes scientifiques en avance sur leur temps, et elles avaient trouvé le moyen de stopper le vieillissement et donc de vivre jeune éternellement. Il y avait un effet secondaire, c'est que tu perdais la mémoire. Et c'est justement ce qui arrivait à Inès, dont on apprenait en réalité qu'elle s'appelait Alicia Bernal, Inès Mendoza, dont son soi-disant père Dario était en réalité un charlatan manipulateur. C'était un docteur scientifique qui faisait croire qu'elle était sa fille, mais en réalité pour pouvoir exploiter toutes les connaissances et retrouver les tomes, les 3 tomes du Draco Musca, cette encyclopédie donc qui a traversé les siècles, où il y avait le savoir de ces femmes considérées comme des sorcières, mais qui étaient en réalité tout simplement des médecins, des scientifiques.
au cours de l'histoire médiévale pendant plus de 500 ans. Et donc son père Dario, qui était présent dans la saison 2, ici n'est pas présent dans la saison 3 parce qu'il s'est enfui à l'issue de la saison 2. On apprendra à la fin de la série qu'il s'est pendu chez lui dans sa maison en Argentine parce que il savait que ses jours étaient comptés, que la police allait le trouver. Et elle, on apprenait dans la saison 2, Inès, c'est le personnage le plus important de la série, qu'elle s'appelait en réalité Alicia Bernal, qu'elle était la dernière descendante de cette confrérie, que sa mère, sa grand-mère et tous ses ancêtres avaient été tués justement par l'Inquisition à cause de leur savoir, et qu'elle-même avait 120 ans. Elle était née à la fin du 19e, début du 20e siècle. Mais elle en paraissait 17 ans parce qu'elle avait arrêté de vieillir justement grâce aux formules qui étaient contenues dans ce livre. Et donc, dans cette saison, elle n'est pas la seule. Il y avait aussi l'amour de sa vie, Léon, qui était prof à l'école et qui en réalité la connaît, mais lui aussi commençait à perdre ses souvenirs petit à petit. Mais ils s'en sont rappelés à la fin de la saison 2 et ils ont quitté l'école pour vivre ensemble. Malheureusement, ça leur suffit pas au niveau des souvenirs et ils commencent petit à petit à perdre leurs souvenirs. Et ils vont être confrontés à un choix. Donc Inès et Léon vont être confrontés à un choix. Est-ce qu'ils continuent de vivre éternellement, mais finalement en s'oubliant, en oubliant tous les souvenirs communs qu'ils ont eus durant près d'un siècle? Ou est-ce que ils font le choix de prendre un traitement qu'avait créé le docteur Dario Mendoza, qui était pour traiter l'Alzheimer, qui permettait de retrouver tous ses souvenirs, mais qui ne te donnait en contrepartie que 10 jours à vivre. Au bout de 10 jours, tu mourrais. Ben, ça va être l'histoire d'amour entre les deux. Ils vont préférer vivre 10 jours, mais les vivre pleinement, en se souvenant de l'amour qu'ils ont eu l'un pour l'autre pendant un siècle, plutôt que de vivre éternellement, mais sans se souvenir l'un de l'autre. Et c'est là où c'est surprenant et c'est très émouvant la fin de la saison, parce que tout au long de la saison, ils cherchent un moyen de stopper justement, de se souvenir et de stopper cette fatalité, c'est-à-dire de pouvoir continuer à vivre éternellement avec leurs souvenirs, mais sans avoir les effets secondaires, c'est-à-dire en mourir. Et finalement, ils vont pas réussir. Euh, Au final, ils vont mourir. Mais en tout cas, voilà, ils commencent à saigner du nez et tout, ils commencent à s'affaiblir. Leurs souvenirs sont là, mais ils commencent à s'estomper petit à petit. Et avant de perdre tous leurs souvenirs, et après avoir détruit les 3 tomes qu'ils ont retrouvés durant la saison du Draco Musca, donc cette encyclopédie qui fait tourner la tête aux scientifiques du monde entier, je vais y revenir parce qu'il y a des persos qui sont quand même, il y a un personnage important qui meurt dans cette saison. Finalement, Alicia, donc Inès et Léon retrouvent les 3 tomes, décident de les détruire pour pas que cette connaissance tombe entre de mauvaises mains. Et ensuite, les deux se jettent du haut d'une falaise. J'ai trouvé la fin très belle parce que elle a un rapport particulier avec les corbeaux. Elle les apprivoise et les corbeaux sont ses messagers. Presque elle a un lien mystique avec les corbeaux. Et au moment où on les voit se jeter de la falaise, dans les toutes dernières secondes du dernier épisode, donc du final de la série, euh, on voit 2 corbeaux s'envoler vers le soleil couchant, enfin vers le soleil levant qui se reflète sur la mer. Donc en gros, voilà, on nous dit que quelque part, ils vivent éternellement et non pas qu'ils soient réincarnés dans les corbeaux, mais ils ont décidé de mettre fin à leur jour ensemble et quelque part ils vivent éternellement parce que ils se sont souvenus, même au moment de mourir, ils se sont souvenus l'un de l'autre. Voilà, ils ne se sont pas oubliés. J'ai trouvé que c'était très beau. Puis il faut dire que Claudia Riera, qui non seulement est magnifique, elle joue à la perfection. Elle est très intense dans son jeu, dans son regard. Elle a un regard qui est magnifique. Elle fait passer beaucoup d'émotions par les yeux. C'est vraiment le personnage, pour moi, le meilleur personnage de la série. Et j'espère vraiment revoir cette actrice dans plein de films et de séries parce que ils sont très très bons les Espagnols. De toute façon, ils sont tous très bons les acteurs espagnols, que ce soit ceux qui jouaient dans Sky Rojo, que ce soit d'autres, que ce soit Blanca Suarez et beaucoup d'autres. Le cinéma et les séries espagnoles de manière générale sont de très grande qualité en termes d'interprétation et d'écriture, mais très peu connus. Ça reste
pas, j'ai l'impression que pour les films, ça reste des films confidentiels et pour les séries, il faut vraiment que ça fasse le buzz, sinon même sur des grosses plateformes, on n'en entend pas parler. En tout cas, voilà, je vous encourage vraiment à vous pencher sur tout ce qui est fiction espagnole parce que c'est vraiment excellent. Donc, elle, Claudia Riera, qui joue le personnage d'Inès, elle porte la série sur ses épaules par son charisme, par son élégance, par sa beauté. Elle a de la grâce. Ce personnage a de la grâce et je l'ai trouvé très touchante. Et puis, et c'est là la surprise de cette saison, Asia Ortega qui fait Amaya, qu'on suit depuis le début, c'est-à-dire l'ado rebelle qui ne suit pas les règles et qui au final va commencer à prendre un petit peu de bouteille, de sagesse et va faire partie des anciennes élèves parce que chaque année qui passe, il y a des nouveaux élèves qui arrivent dans cet internat. Elle commence à faire partie des meubles, elle commence à connaître bien l'organisation avec la Mara, la presque le bourreau de cet établissement et qui est sans arrêt en train derrière les élèves, en train de les torturer psychologiquement. Eh bien, Amaya, que on suivait en saison 2 et les 2 premières saisons et qui était en couple avec Paul Uribe et sa petite sœur Adèle, qui essayent de faire libérer leur mère de prison puisque leur mère est une scientifique qui travaillait pour une organisation justement pour découvrir le secret de la vie éternelle, mais elle avait compris que cette organisation allait trop loin, donc elle avait essayé de les dénoncer, mais finalement il avait fait porter le chapeau et il l'avait fait mettre en prison. Donc Paul et sa petite sœur, ils essayent de faire libérer leur mère, puisqu'ils ont appris à la fin de la saison 2 que leur mère, en fait, n'était pas du tout la psychopathe qu'ils pensaient, mais qu'elle était bouc émissaire. Et Paul s'est mis en couple avec Amaya dans la saison 2. Et ils forment un couple très très solide. Et c'est le deuxième couple émouvant du show, parce que Paul, il va rien lâcher pour essayer de retrouver Amaya. Parce que oui, c'est la surprise. C'est le contre-pied de cette saison. Tu penses que Amaya, on va suivre Amaya enquêter avec Paul et les autres, et non, au bout d'un quart d'heure dans la saison, elle disparaît. Au bout d'un quart d'heure, elle enquête, et puis on la voit passer par la fenêtre, défenestrée. On se dit, oh là, elle va mourir. Le bras, enfin la jambe complètement tordue et tout. Et tout ça sous les yeux d'une nouvelle élève, Zoé. Et cette nouvelle élève, on sent qu'elle est un petit peu, elle a des problèmes dans sa tête. Cette nouvelle élève, elle va vite chercher des secours. Et quand elle revient, il n'y a plus Amaya. Et alors là, durant toute la saison, on se dit, est-ce qu'on va retrouver? Et cette saison, c'est, on essaye de retrouver Amaya. Comme on avait essayé de retrouver son ancien petit ami, donc le pote de Paul. D'ailleurs, il va y avoir une espèce de petite jalousie entre les deux, mais finalement ça va bien se terminer parce qu'ils sont plus amis qu'autre chose. Euh, cette fois-ci, ça va être la recherche d'Amaya dans cette saison. Et j'ai cru jusqu'au dernier moment qu'on allait la retrouver morte parce que cette saison est assez gore, elle est assez violente. On n'hésite pas à nous montrer des sacrifices humains, l'inquisition. Il y a vraiment des scènes très sanglantes. Ça m'a surpris. Beaucoup plus que dans les 2 premières. On va nous décrire l'Inquisition et puis les moines, petit à petit, l'un après l'autre, vont commencer à disparaître et à se faire zigouiller. Mais dans des conditions, ouais, il y en a un, il va être vidé de son sang, un autre torturé à mort, un autre noyé, un autre empalé directement avec la pique qui ressort par la gorge et tout. Il y a des scènes qui sont assez chocs. Et on se dit, oh là, Amaya, si elle est tombée aux mains de ceux qui ont fait ça, ça va être un compte à rebours. Et on risque au final de ne pas la retrouver, ou en tout cas de la retrouver morte. Et dans le dernier épisode, Paul la retrouve vivante, enfermée dans une cage, dans les sous-sols de l'abbaye, dans les sous-sols de l'internat, qui est une abbaye. Et finalement, donc tout va bien qui finit bien. Et c'est l'enquête, en fait, elle avait mené une enquête entre la saison 2 et 3, il s'était écoulé quelques mois, elle avait mené une enquête, elle avait déjà quasiment tout découvert, et en fait, ce sont les personnages qui vont devoir découvrir ce que Amaya a découvert alors qu'elle n'est plus présente. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant, ça nous prend à contre-pied, non seulement on essaye
de s'intéresser, de savoir qu'est-ce qui est arrivé au perso. Moi, vraiment, j'ai flippé pour le personnage. Je me suis dit, au vu de tout ce qui arrive dans cette saison, des sacrifices, arracher le cœur et tout, parce que oui, on vous montre, il y a des trucs gore quand même dans cette saison. Je me suis dit, pourvu qu'on la retrouve vivante. Et puis, il y a ce nouveau personnage de Zoé. Donc, l'absence de Asia Ortega permet d'introduire cette nouvelle actrice, Lydia Pavone, qui joue Zoé Cruz. Et alors, ce perso qui apparaît de nulle part, finalement, il va avoir une importance capitale. Parce qu'on va s'apercevoir que dans son passé, sa mère faisait partie de l'internat et sa mère avait été sacrifiée par les mêmes moines qui maintenant sont en charge de l'internat. Ces moines dont en réalité le chef de ces moines c'est l'inquisiteur Malaki qui traque depuis 500 ans le nid du corbeau. Et en fait, on s'aperçoit donc qu'il a lui aussi la vie éternelle. Ça fait des siècles qu'il est là. Il se fait passer pour quelqu'un qui traque ces hérétiques, mais en réalité, lui-même enviait, jalousait le secret de la vie éternelle. Et c'est pour ça que il a traqué, il a tué et il a fait des sacrifices de femmes, de jeunes femmes, de vierges, bon pas que de vierges, mais de jeunes filles, pour pouvoir avoir la vie éternelle. Et il a besoin régulièrement de faire des sacrifices lors d'une nuit de lune sanglante, c'est-à-dire d'une lune rouge, pour que ses souvenirs ne s'estompent pas. Parce que c'est le prix à payer pour avoir la vie éternelle. Les souvenirs s'estompent. Et pour ça, il faut sacrifier une jeune fille le soir de pleine lune. Et c'est pour ça que régulièrement, il y a des personnes qui disparaissent. Durant les 2 premières saisons, on a des jeunes filles qui disparaissent. Et ça va être le tour d'Amaya. Et heureusement, ils arrivent à la sauver. Mais pourquoi Zoé est importante? Parce que Zoé, sa mère, avait été une de celles qui avait été sacrifiée par le père Arturo, dont on ne pense pas du tout que c'est le méchant. De toute la saison, on en soupçonne plein, sauf lui. C'est le seul qu'on soupçonne pas. Et en fait, quand elle était petite, elle a assisté à ça. Elle a été témoin visuellement. Elle a vu ça, et ça l'a tellement traumatisée que ensuite elle a fait, voilà, elle a fait une amnésie partielle parce que c'était trop difficile à supporter comme souvenir. Et ensuite, elle a été placée dans des foyers d'accueil. Et elle revient là. Elle ignore tout de cet endroit. Elle pense tout ignorer et les souvenirs commencent à lui revenir petit à petit. J'ai trouvé que c'était super intéressant d'introduire un nouveau perso parce que vraiment, ce nouveau perso, c'est à travers elle qu'on suit toute la saison 3. Et c'est une bonne chose parce que en fait, après tous les personnages à la fin se retrouvent et ils retrouvent tous la mémoire et voilà, ils sont tous amis et ils forment vraiment une famille recomposée. Mais cette jeune actrice Lydia Pavone joue brillamment. Elle est naturelle, comme d'ailleurs Asia Ortega, Alberto Salazar qui fait Paul, tous les actrices et les acteurs de ce show jouent de manière naturelle, sans être forcés. On a vraiment l'impression qu'ils s'entendent bien dans la vie. Au niveau acting, c'est très fort. Et puis, donc, tous les prêtres qui disparaissent les uns après les autres, on va apprendre que c'est une vengeance de la part de la femme qui s'occupe de la cuisine, donc l'intendante, et de son frère muet, mais pas sourd. Et il va se développer. Donc, eux, ils essayent de se venger parce que, pareil, leur famille a été tuée par les moines franciscains quand ils étaient jeunes. Donc, c'est eux qui font disparaître les moines parce qu'ils ont appris que durant les 2 premières saisons, il y avait des jeunes filles qui étaient retrouvées mortes. Et eux savent que ce sont les moines franciscains, donc ils décident d'aller zigouiller les moines franciscains et en même temps de se faire une petite vendetta personnelle. Même si à la fin, il y en a, la femme, elle va se faire tuer et son frère va se faire arrêter et mettre en prison. Mais il y a une relation qui se développe et c'est la seule chose que j'ai aimé du personnage de Adèle, la petite sœur de Paul, c'est sa relation d'amitié avec cette espèce d'ogre, enfin de mec qui fait penser un petit peu à Hodor dans Game of Thrones, c'est-à-dire il parle pas, on a l'impression que c'est un simple d'esprit, mais en réalité non, et il a un grand cœur généreux, et elle va devenir, elle va essayer de le comprendre et de devenir son amie. Et il y a beaucoup d'émotions qui va passer entre les deux personnages, la petite Adèle et euh, Elias, je crois, ou
Elias, je crois que c'est Elias, le personnage, ou Isaac, ou je sais plus comment il s'appelle exactement. Mais il y a beaucoup d'émotions qui va passer et on sent la bonté chez Adèle de vraiment tendre la main à ce mec qui au début lui fait peur parce qu'il parle pas, parce qu'il est grand, parce qu'il traîne et il regarde bizarrement les jeunes filles, parce qu'il a jamais vu une fille de sa vie. C'est normal, c'est quelqu'un qui est un petit peu en dehors de la société, comme il est un peu simple d'esprit, il paraît un peu simple d'esprit. Il a toujours été mis de côté et elle va se mettre en tête de devenir son amie. Et ça, pour le coup, c'est pareil. C'est bien réussi. L'émotion passe bien. L'émotion passe beaucoup mieux que sur ces espèces à Adèle de petites minauderies où elle essaye encore de se trouver une nouvelle copine en mode ah, je suis une lesbienne, t'es ma petite copine, on s'embrasse, je t'aime, tout ce que tu veux. C'était déjà le cas dans la saison 1, c'était insupportable. C'est encore le cas dans cette saison 3. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça dans les séries, ils peuvent pas s'empêcher de mettre des persos LGBT. Allez, on a l'impression que s'ils mettent pas des persos LGBT, ils sont pas contents, ils ont raté leur vie. C'est pas la peine de mettre des persos LGBT dans toutes les séries, hein, c'est bon, on sait qu'ils existent, il n'y a pas de problème, mais calmez-vous, arrêtez d'en mettre, surtout quand c'est inutile et que c'est forcé. Et donc voilà, de nouveau, on a une espèce de romance lesbienne entre la petite Adèle et une autre, Martina, ou je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, ça, pour le coup, c'est fake, on n'y croit pas. Il n'y a pas vraiment d'émotion. C'est juste pour dire, vous avez vu, on a mis un perso LGBT, on a fait de l'inclusivité. C'est insupportable, c'est insupportable. On en a déjà avec Netflix. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Mais Adèle est donc à moitié désagréable et à moitié agréable. Une partie de son arc scénaristique, donc tout ce qui est sa romance d'ado, pas du tout intéressante, mais tout ce qui est tendre la main vers cet homme pour essayer de devenir son ami et vraiment avoir des sentiments de compassion et de bonté, là pour le coup l'émotion elle est beaucoup plus présente, elle est plus palpable. Bah, de toute façon, quand on n'essaye pas de forcer l'émotion, ça marche, hein. Et dès qu'on met, voilà, dès qu'on met de l'inclusivité, ça marche pas. Ça marche pas. C'est comme The Last of Us avec leur épisode 3 claqué au sol avec Bill et Frank. C'est pas une émotion qui fonctionne. Ça fonctionne vers la fin de The Last of Us quand c'est les personnages ont fini par s'apprivoiser et se viennent en aide petit à petit, se sauvent la vie mutuellement. Mais les romances LGBT, faut arrêter avec ça. Faut arrêter d'en mettre sans arrêt, juste pour dire on en a mis une. C'est bon, on en avait déjà pendant la saison 1, pendant les 8 épisodes, mais bon, c'est comme ça. On pourra pas l'empêcher, c'est le monde d'aujourd'hui, mais bref. Donc voilà, il y a quelques petites choses qui sont superflues, qui n'étaient pas nécessaires, mais bon, ça reste quand même à la marge, hein. C'est pas non plus le gros du scénar. Le gros du scénar, c'est le couple Léon-Inès, le couple Paul-Amaya, la recherche d'Amaya. En même temps, on découvre que les moines franciscains, ce sont eux les véritables méchants là-dedans, qui, sous prétexte d'essayer d'empêcher le nid du corbeau, cette confrérie qu'ils considèrent comme des hérétiques, eux-mêmes se livrent à des messes noires et des sacrifices humains et Inès et Léon qui veulent garder leurs souvenirs et qui veulent mourir ensemble en se souvenant pleinement des 100 ans qu'ils ont vécu l'un avec l'autre. Donc tout va... Alors non, tout va pas bien, tout finit pas bien pour tout le monde, puisqu'on a le personnage de Elvira, la prof de sciences, qui elle a découvert en fin de saison 2 un des tomes du Draco Musca, et donc cette possibilité de vivre éternellement, et qui va être obsédée par ça, au point qu'elle va tester sur elle des antidotes, et finalement elle va se tuer. Donc elle meurt, Elvira. Euh, Elle meurt parce qu'elle a été beaucoup trop envieuse, beaucoup trop cupide, et avide de quelque chose qui ne lui revenait pas de droit. Donc voilà, on a quand même des personnages. Et puis, le personnage de Mario, qui était le prof, que je trouvais désagréable, qui était le prof de PS, qui les tyrannisait un petit peu. Le personnage de Mario, il va avoir une très bonne évolution dans cette saison, notamment du fait que il va être amené à collaborer avec un inspecteur de police
qui essaye de faire sortir de prison la mère de Paul et Adèle. Et cet inspecteur de police, et il va arriver dans le dernier épisode, il y a la police qui débarque et il ferme l'internat. Cet inspecteur de police, il va convaincre Mario de trouver des preuves. Et le Mario va prendre la bonne décision, donc le prof de PS va prendre la bonne décision de faire arrêter Mara, la proviseure, enfin la chef de l'établissement, et de dévoiler ce qui se passe parce que il trouve que ça se passe d'une manière beaucoup trop tyrannique envers les élèves. Donc lui, vous voyez par exemple, c'est un perso LGBT, il est gay et on l'empêche, Mara l'empêche de voir son petit ami, elle l'a viré, mais c'est pas l'intrigue de la saison, c'est très peu. On en entend à peine parler. Donc, il y a de l'inclusivité, c'est un perso LGBT, mais on ne fait pas une fixette sur ses relations amoureuses. Vous voyez, comme quoi parfois on peut écrire des persos LGBT intéressants. Parce que lui, ce qui le définit, c'est pas être LGBT. C'est prendre la défense des élèves qui les voient être tyrannisés. Eh ben ça, c'est un perso bien écrit. Comme quoi on peut mettre des persos LGBT sans faire de militantisme. Bref, petite parenthèse. Mais voilà, donc tout va bien pour presque tous les personnages. Les méchants, donc l'oncle de Paul et Adèle finissent en prison, lui et sa femme. Dario, on apprend qu'il est mort. Elvira, elle meurt. Un autre prof qui travaillait avec Elvira et qui lui aussi essayait de trouver la formule est arrêté. Mario fait en sorte de donner les preuves, Mara est arrêté et mis en prison, et tous les jeunes, tout le groupe que l'on suit, bon, mis à part Paz qui était morte dans la saison 2, mais voilà, ils s'en sortent tous très bien. Donc une belle saison, une belle conclusion. Les enfants Paul et Adèle qui sont réunis avec leur mère. Franchement, c'était très émouvant, c'était une belle saison, mais attention, c'est absolument pas, je trouve, pour les jeunes, parce qu'il y a quand même beaucoup de gore dans cette saison, et c'est très intéressant, hein, parce que, voilà, ambiance mystique, ambiance enquête au sein d'une espèce de cathédrale gothique, avec inquisition, sacrifice et tout, du mystique. Mais il y a quand même des scènes bien sanglantes, hein, où on voit les mecs planter des couteaux, découper, arracher le cœur, on voit des mecs empaler. Donc cette saison est beaucoup plus sanglante que les deux premières, mais elle se termine bien. Après, c'est pas non plus un truc interdit aux moins de 16 ans, c'est pas une avalanche de gore, de flots de sang, mais il y a quelques scènes chocs. Donc c'est une série quand même qui a de la tension et du danger. Donc c'est pas juste un truc pour ados. Mais bon, j'imagine que si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez vu la saison et que j'ai pas besoin de vous convaincre que c'est une très bonne série. Donc je vais m'arrêter là. Je pensais pas faire presque une demi-heure. Je pensais faire 10 minutes, mais bon. Je sais même pas si beaucoup de monde regardera cette vidéo, peu importe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, vous abonner, partager, aller voir les deux premières critiques, les critiques des deux premières saisons. Et puis on se retrouve demain pour une critique de film, peut-être Donjons et Dragons ou The Mandalorian, l'épisode, on verra. Plein d'autres séries, plein d'autres films, un live vendredi soir. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien et ciao tout le monde!